Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation. On va vous parler de Progressive Web App et de performance. Alors, donc moi, Cyril, Florian, enchanté. On pourrait presque aller au café, si vous voulez, à côté, on se fait ça entre nous, on boit une bière en même temps, ça pourrait être sympa. Trêve de plaisanterie. Les Progressive Web App, en fait, je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé là. En fait, il y a notre boss un jour qui est revenu de Google I.O. C'était le buzzword de l'événement. Et il nous a dit, il faut regarder les Progressive Web App. Et il nous a fortement conseillé, à Florian et moi, de regarder. Et du coup, on s'est senti un petit peu obligé de le faire, c'est quand même le boss. Et on ne connaissait pas du tout, donc ça venait de sortir, c'était pas encore assez répandu. On s'est dit, ok, c'est quoi les Progressive Web App? Donc très vite, on se rend compte qu'on est en train de toucher au monde du mobile. Donc on se pose un petit peu, on se dit, ok, c'est quoi le monde du mobile aujourd'hui? Quand vous faites un projet mobile, aujourd'hui, vous avez en gros 3 solutions. Donc c'est le natif, Android, iOS. Donc vous êtes en train de coder au plus proche du cœur de la machine, en code natif, et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la machine. L'autre solution radicalement opposée, c'est le web. Donc vous faites un site qui va s'exécuter dans le navigateur de votre téléphone mobile. Donc c'est très universel parce que tous les téléphones, tous les OS ont un navigateur. Mais par contre, vous êtes plutôt limité en termes de fonctionnalité. Et donc, il y a des petits malins qui ont dit, on va essayer de mélanger un petit peu les deux mondes. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle le hybride. Je vais développer en utilisant les technologies web. Par contre, je ne vais packager tout ça et je vais en faire du natif. Donc, chaque solution a un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on se dit, si on veut quelque chose de performant, si on veut quelque chose avec beaucoup de fonctionnalités, on va faire du natif, mais on va le coder N fois. Au contraire, si je veux présenter de l'information à l'utilisateur, je vais plutôt faire un site. Donc c'était un peu ça le consensus. Et le mobile, l'hybride n'a pas vraiment en soi de justification, à part les coûts de développement. Du coup, c'est là-dedans que les Progressive Web App vont arriver. En effet, du coup, donc quand on a... Non, c'est bon, ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça marche. Donc, quand vous voulez une application sur votre téléphone, vous devez passer par un certain nombre d'étapes différentes. Il y a une règle empirique qui explique que chaque étape vous fait perdre 20% d'utilisateurs. Donc sur une application normale, on va aller sur le store, on va le charger, on va trouver notre application, appuyer sur Install, accepter les différentes permissions, attendre de télécharger et enfin l'utiliser. L'un des principes phares un petit peu des Progressive Web App, c'est on pourrait se dire qu'on pourrait supprimer certaines étapes pour gagner des utilisateurs. Du coup, les seules étapes qu'on pourrait supprimer, c'est le store. Si on n'avait pas de store, c'est-à-dire on arrive directement sur une application web par l'intermédiaire de notre navigateur et notre moteur de recherche favori, on pourrait directement installer l'application qu'on souhaite. Du coup, on pourrait juste cliquer sur Install, accepter les permissions, télécharger et utiliser. Voilà l'essence un petit peu des Progressive Web App. Donc on fait que d'utiliser ce terme depuis le début et on ne sait pas trop encore ce que c'est. Donc une Progressive Web App, c'est très simple. C'est une application web de base que vous avez déjà codée chez vous, dans vos missions. Et elle est, normalement, c'est devenu quand même à la mode, elle est responsive. Elle est capable d'aller sur tous les terminaux possibles. Ensuite, il y a une certaine notion de sécurité qui est importante. Le HTTPS, on nous le rabâche de plus en plus en ce moment. Surtout que Chrome bientôt va nous dire ton site n'est pas en HTTPS, il faudra s'y mettre. Donc là, le HTTPS est obligatoire. Et la notion qu'on veut approfondir aujourd'hui, c'est qu'elle est performante. En effet, on est sur une application qu'on veut comme native. Donc elle doit avoir autant le look and feel du natif, mais aussi ses performances. Donc je vous l'ai dit, elle ressemble à une application. Et enfin, elle est progressive, c'est une notion super importante qu'on verra juste après. Du coup, en raisonnant dans l'écosystème web comme ça, on va aussi résoudre les problèmes de store. C'est-à-dire qu'on va apporter des fonctionnalités natives dans le web, et une des fonctionnalités les plus attendues aujourd'hui par les utilisateurs, c'est le côté offline. Donc on va essayer de mettre en place une application qui est capable de fonctionner en mode déconnecté. On parlait des problèmes de store, de trouver une application, de l'installer. Là, on reste dans le web, on reste sur des moteurs de recherche. Donc vos applications progressives seront découvertes par les moteurs de recherche. On reste dans le web. L'utilisateur pourra faire une recherche et tomber sur votre application. Ça sera beaucoup plus simple que de faire l'effort d'aller dans le store pour la retrouver. Réengageante, c'est aussi un grand challenge. C'est-à-dire que pour concurrencer le natif,
ce qui manquait au web, c'est le système de notification. On va voir que les Progressive Web Apps vont vous permettre, malgré qu'on s'exécute dans le contexte d'un contexte web, je dirais, de pouvoir réengager l'utilisateur en lui envoyant des notifications. On va être capable aussi, ça c'est le gros avantage par rapport au store, c'est que c'est des liens, c'est du web. Donc je pourrais de n'importe où, sur une page de ma société ou sur une page de mon produit, pousser vers cette application. Installable, c'est ce qu'on veut au final. On veut une application native, on veut du native-like, donc on veut que l'utilisateur puisse l'installer sur son écran d'accueil, mais que ça aille au-delà de ça. On ne veut pas juste un raccourci, on veut une vraie application qui apparaît dans le task runner de notre système, qu'on peut différencier du navigateur, qui a son thread indépendant. Et fresh, alors ça c'est le gros avantage du web, c'est que notre application, elle est toujours à jour. Dès qu'on va modifier le HTML, le CSS ou la JavaScript, notre application sera automatiquement rafraîchie. Du coup, le côté progressif. En effet, alors vous imaginez bien que c'est comme il est dans le mot-clé, c'est une notion super importante et des fois elle est un petit peu mal comprise. Progressif, en gros, ça veut dire que vous offrez davantage à votre utilisateur si votre navigateur le permet. Alors, au contraire, par rapport à avant, on était toujours en train de faire des fixes ou de trouver un polyfill ou une prothèse d'émulation quand on veut soutenir IE. Là, on voit un petit peu l'autre penchant, c'est-à-dire, on va prendre, je ne sais pas, les bons élèves, Chrome, Opera, Firefox, ils nous offrent déjà des API. Pourquoi on ne les utiliserait pas? Pourquoi on n'offrirait pas davantage? Mais, quel que soit le navigateur, on doit quand même faire en sorte que l'application fonctionne. Elle doit continuer de fonctionner, elle n'est pas performante au possible, elle a des fonctionnalités qui sont perdues, quelques fonctionnalités non prioritaires qui sont perdues, mais on offre quand même le meilleur. Alors très rapidement, on va passer sur les différentes features qu'on vous a évoquées. Le côté installable, c'est vraiment intéressant. Ça va se faire assez facilement parce que vous allez juste avoir à déclarer un manifeste au niveau de votre site et on va avoir des conditions à respecter, donc la présence de ce manifeste, un service worker, donc c'est le nouvel outil qui va nous permettre de faire des progressive web apps, et si l'utilisateur manifeste un intérêt pour votre site, donc ça se manifeste par 2 interactions en moins de 5 minutes, le navigateur considère qu'il peut proposer à ce moment-là à l'utilisateur d'installer l'application sur l'écran d'accueil. Et vous voyez, ça c'est une petite fenêtre qui va apparaître en dessous d'autres applications où vous propose, tu as été 2 fois sur ce site en moins de 5 minutes, est-ce que tu ne voudrais pas l'installer en écran d'accueil? Donc on parlait du manifeste qui va vous permettre d'indiquer au navigateur comment gérer cette application. Donc déjà, on voit que l'intégration, c'est vraiment bidon. Un simple lien link avec un rel manifeste qui pointe vers le fichier JSON qui va contenir en fait les informations pour la faire vivre en tant qu'application. Et alors ces informations, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, c'est un petit fichier JSON qui va dire quel est le nom de l'application, quelle est l'icône à utiliser sur l'écran d'accueil, quel est le mode d'affichage, quelle est la couleur du splash screen, parce qu'on va être capable de faire un splash screen, on va être capable de donner une couleur de fond. Donc on donne un certain nombre d'informations au navigateur. Le navigateur lit ces informations et de ce fait est capable d'installer l'application sur l'écran d'accueil. Le mode déconnecté, on en a parlé, c'est vraiment ce qui va intéresser aussi, qui va vous intéresser quand vous allez vouloir mettre en place des progressive web apps. Alors en fait, on voit que le réseau, on a plusieurs situations. Il y a la situation qui est très bien connue. Je suis chez moi avec la 4G à 200 mètres. J'ai aucun problème de connexion. Tout arrive immédiatement sur mon téléphone. Donc ça, c'est la situation optimale. Il y a la situation aussi qu'on maîtrise relativement bien, c'est je suis complètement déconnecté. Donc on est dans 2 cas de figure extrêmes où on peut apporter une réponse en tout cas. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le live-fi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez être dans une situation où vous ne savez pas trop où vous en êtes vis-à-vis du réseau. Ça peut être sur votre téléphone qui vous indique que vous avez 4 barres, mais que dans la réalité, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Ça peut être parce que en fait, votre téléphone vous donne des informations par rapport à une antenne, mais derrière, il peut y avoir tout un tas de tuyaux qui font que ça va être très, très long. Donc en fait, on va être capable de gérer en fait, ces différentes cas de figure. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs solutions qu'on peut apporter pour du offline. Alors quand c'est les 4 barres en 4G, on n'a pas trop de travail à faire.
Mais on va être capable d'apporter un certain nombre de solutions. J'ai une petite question, tiens, ça me fait penser à ça. Un petit sondage. Est-ce que les situations les pires où vous n'avez pas de réseau, c'est quoi? Le train? Non, mais c'est intéressant comme... Allez, on est 10, on peut participer quand même. Non, juste le réseau. Ah, pour économiser la batterie, d'accord. Ouais. Moi, c'est les toilettes. Non, mais c'est vrai. Hein. Je sais pas, j'ai jamais de réseau aux toilettes. Et je sais pas, ça me fait toujours penser à un truc. J'arrive pas à retrouver l'image. J'ai trouvé une super image. Un gars qui avait sur les canards WC, là, les gels de toilettes, là, il y avait la notice qui disait si vous êtes en train de lire ça, c'est que vous n'avez plus de réseau dans vos toilettes. Et je trouvais que c'était tout à fait vrai. Donc en fait, on est toujours dans blague à part, dans des situations comme ça, on n'a pas de réseau et on va essayer de répondre à ça. Et la réponse qui va permettre, le chef d'orchestre qui va permettre de travailler sur toutes ces problématiques de connexion, pas seulement le mode déconnecté, mais vraiment l'optimisation de le chargement de la page chez le service worker. Et le service worker, t'inquiète pas, toi. Non, mais j'ai envie que tu prennes mon micro. Le service worker, du coup, pour être très simple, c'est un proxy côté client. D'accord ? Vous avez en fait un petit fichier JS qui s'exécute avant tout un tas de choses, avant votre page. Ce sont deux threads différentes. Vous avez la main thread que votre navigateur vous propose pour votre page elle-même, et vous avez son service worker. Il ne peut pas accéder au DOM. Il propose d'autres services, mais il ne fait pas de DOM. Il n'est pas là pour ça. Il est toujours asynchrone, sinon il bloquerait complètement le navigateur, ce qui serait problématique. Et vous le voyez, en fait, il a forcément besoin d'HTTPS, comme il est proxy, pour des raisons de sécurité assez évidentes, il a besoin que toutes les connexions soient sécures. Et c'est là que le problème progressif commence. Les service workers, ils sont implémentés sur Firefox, Chrome, Opera, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bons élèves, depuis un certain nombre de versions. Et les problèmes commencent quand on regarde, IE, on n'en parle même plus, c'est pas la peine. Non, t'es méchant. Edge, d'accord. Ouais. J'ai dit IE, je vais dire Edge. Okay. Edge fait un énorme effort. Microsoft a dit qu'ils allaient les implémenter dans les versions prochaines. Et en tout cas, ils ont donné des signaux très forts, comme quoi ils vont faire l'effort de faire vraiment un browser meilleur, très bon. Et Safari aussi. Oui, j'attends de voir. Si, ça arrive dans toutes les plateformes parce que là, il y a vraiment un enjeu. Au-delà du côté on peut comprendre que Apple ne pousse pas forcément le modèle des progressive web apps. Donc, sur une plateforme qui est complètement axée sur les applications, ça ne serait pas du tout dans leur intérêt. Par contre, le service worker permet de résoudre un certain nombre de problématiques de performance. Et donc, ils ont quand même rejoint le mouvement. Donc, je dirais que je pense qu'ils sortiront en dernier, mais ils vont l'implémenter. C'est comme les prises jack pour le iPhone 7, on verra. Méchant. Alors, les notifications, alors effectivement, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec les progressive web apps, c'est que vous allez avoir la main maintenant sur la push API. Vous allez être capable de faire une application web et à tout moment, vous allez pouvoir réengager votre utilisateur en lui envoyant une notification. Alors ça ressemble à quoi ? Ça ressemble donc, c'est vraiment Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des notifications donc natives de la plateforme que vous allez pouvoir déclencher. Et vous allez pouvoir les déclencher même si votre application progressive n'est pas chargée. Même si elle ne tourne pas dans un navigateur en touche de fond. Ouh, j'ai du mal. Alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a un principe d'abonnement-désabonnement. C'est-à-dire que vous allez avoir la main pour dire à votre utilisateur est-ce que tu veux t'abonner ? Est-ce que tu veux te désabonner ? Vous allez devoir passer par un serveur centralisé. Pour ceux qui ont fait du natif, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable directement de votre serveur d'envoyer des notifications à un utilisateur, mais on a un serveur centralisé. Vous allez pouvoir lui envoyer une information qui dispatchera après vers les téléphones des utilisateurs. Et on utilise la push API. Les performances. C'est vraiment la clé en fait de ce sujet des progressive web apps parce que ça devrait être la clé de notre travail au quotidien, mais plus particulièrement là parce qu'on est en train de proposer une application qui doit ressembler au natif. Et on doit faire un effort tout particulier sur cette problématique de performance. Tout à fait.
Et du coup, ne t'inquiète pas, c'est bon. Et du coup, avant de commencer, quand même, faut quand même pas oublier que les performances, c'est pas la chose à laquelle on pense en priorité. Et c'est normal, il faut continuer. Quentin l'a dit ce matin lors de la keynote, et il a tout à fait raison. Euh, c'est pas la peine de s'amuser à faire de la performance sur un bout de code qu'on va peut-être enlever, jarter dans 2 semaines. On finit le produit correctement dans une première version, et si besoin est, on fait de la performance. Donc tout ce que je vous montre là, tout ce qu'on va vous montrer à l'instant, c'est pas la peine de le faire tout de suite en rentrant sur vos applications, si elles sont en développement. Ça serait dommage de perdre du temps pour ça. On va commencer par les optimisations CSS. Enfin CSS, ou en tout cas au niveau de votre application dans les réponses qu'elle peut vous donner. Alors il y a un principe, il y a une méthodologie, enfin plutôt des métriques, qui s'appelle Rail, qui vous permet donc de voir un petit peu, de mesurer quelles seraient les conditions optimales pour que votre application ait la meilleure expérience utilisateur possible. Donc la première, c'est la réponse. En effet, quand un utilisateur vous dit, enfin, appuie sur un bouton, ou va essayer de scroller, ou va appuyer sur une table ou quoi que ce soit, dès qu'il va y avoir une interaction, si ça dure plus de 100 millisecondes, il va se dire « Ah, c'est long, c'est pénible ». Et faudrait répondre au maximum dans les 100 millisecondes. C'est pareil, ça vous est déjà sûrement arrivé, par exemple, alors je suis désolé, je tape encore sur Apple, je suis méchant alors que j'ai un Mac, mais si vous avez vu le site qui présente macOS Sierra, le prochain, le premier scroll, l'animation est très bien, mais sur certains navigateurs, ça rame et c'est horrible. On n'a pas du 60 fps, j'ai compté, on avait du 3 fps, et ça se sent. Ça se sent. Donc vos animations doivent avoir de préférence 60 images par seconde, c'est quand même plus agréable. Même si vous descendez un peu, c'est pas bien grave. De toute façon, votre œil ne verra pas forcément la différence entre 60 et 50. Le idle time, dès que vous avez du temps, puisque vous avez fait toute votre animation, vous êtes tout prêt, prenez le temps que, tout ce temps où vous ne faites rien, faites des choses en tâche de fond. Allez chercher, par exemple, une petite requête pour aller chercher un CSS qui vous manque, que vous allez préparer pour la page d'après. Tout ça, c'est essayer d'imaginer d'avoir des petites mécaniques pour préparer ce que l'utilisateur va pouvoir faire et gagner du temps pour après. Et enfin, dans le meilleur des cas, avoir une page qui se charge en moins d'une seconde, c'est quand même bien. Quand vous chargez votre page et puis que vous attendez, et puis que au bout d'une seconde, l'utilisateur se dit non, ça ne m'intéresse plus, il va regarder un petit peu ailleurs, il va ouvrir un autre onglet, puis il va aller voir ailleurs. Et vous perdez l'attention et l'utilisateur. Une seconde, c'est déjà pas mal. Au bout de 5, il me semble que il ne sent pas complètement. Alors, donc on va commencer déjà par les animations, un petit peu. 60 fps, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il me semblait que c'était un petit peu important de le voir. Comment ça fonctionne avec votre navigateur? En fait, votre OS, à intervalles réguliers, il va envoyer un événement qui s'appelle le vsync. Il va l'envoyer à intervalles réguliers, donc toutes les 16 millisecondes. 60 images par seconde. Quand on divise, on a 16 millisecondes pour faire un traitement. Et ceci, ça vous donne donc vos frames. Ce traitement, c'est tout ça. En 16 millisecondes, il faut qu'il fasse tout ça. Donc il va gérer les événements JavaScript, donc tous les événements qui vont être fire, donc le scroll, le mouse click, tout ce genre de choses. Il y a des styles qui vont changer, forcément. Si vous faites des animations, des trucs comme ça, vous allez ajouter une nouvelle classe, vous allez modifier un style. Et là, c'est le moteur CSS qui reprend la main, qui dit, bon, ok, il a modifié un style, donc je dois refaire les 3 phases. Ces 3 phases, c'est layout, paint et composite. Layout, c'est la modification de vos calques. Vous avez fait position absolue avec un left, un right, un top, un bottom. Vous avez modifié la taille de votre box, height et width. Vous avez les offsets, vous avez tout un tas de choses. Tout ce qui touche aux box, ça rentre dans layout. Ensuite, il va y avoir paint, il va s'amuser donc à repeindre toutes ces layouts un par un. Donc vous avez les background colors, vous avez les colors, vous avez tout ce qui touche un petit peu aux couleurs, au background ou au paint. Donc vous imaginez que vous avez plein de calques, les uns superposés sur les autres, qui sont peints. Et ensuite, composite, il ramène tout en une image et il vous la projette. Alors, sur ces phases les plus gourmandes, vous imaginez vite que c'est layout et paint. En fait, si on a besoin de layout, on est obligé de repeindre. Si on n'a pas layout, on peut... et ainsi de suite. Donc, ces 2 phases, layout et paint, sont très gourmandes. Donc, c'est mieux si on peut les enlever. Alors là, vous me dites, mais oui, ok. Et comment on peut les supprimer, ces petites étapes? Eh bien, en fait, vos navigateurs sont quand même loin d'être idiots, et les moteurs encore moins, et ils ont plein d'optimisations qu'ils font eux-mêmes quand vous utilisez les bonnes propriétés CSS.
On prend le cas, je vais vous montrer un exemple qui est d'une complexité affolante tout à l'heure. Vous prenez un left, par exemple, il va faire les 3 phases. Il est obligé. Pour des raisons que... Alors, ça me dépasse un petit peu, mais votre moteur CSS est obligé de faire ces 3 phases. Vous faites un transform avec un translate, qui est en fait le même mouvement, au final. Eh bien, vous n'avez pas ces 2 phases, il ne vous reste plus que le composite. Vous faites ni layout, puisque vous ne modifiez pas de box, de calque. Vous ne faites pas de paint, puisque vous ne rechangez pas de couleur ou de quoi que ce soit. Mais par contre, vous allez les bouger, ce qui fait qu'il y a juste le composite à refaire. On va vous montrer plein de petites astuces, parce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de choses à faire. On en a choisi quelques-unes qui nous semblent un petit peu plus, un peu moins connues, un peu plus intéressantes à manipuler. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent SRC7 et Picture. Non? Ouais. Pendant très longtemps, ça a été un peu la croix et la bannière pour dire je fais du responsive, j'ai des tailles d'écran très différentes, et bien sûr, le format d'image que je veux présenter ne devrait pas être le même. Ce n'est pas la peine de mettre une image à très haute résolution quand c'est pour l'afficher sur un petit téléphone. Et au contraire, si je veux afficher un site web sur une télé 4K de 2 mètres, il va falloir que je mette du pixel. Donc avant, c'était un peu à la mano. Il fallait trouver des solutions pour adapter. Et maintenant, c'est natif. On va avoir des composants. On va regarder, c'est plutôt bien supporté. Donc il y a SRC7 qui se met directement sur la balise image. Il y a Picture aussi qui est une autre alternative. L'idée, c'est d'être capable d'indiquer plusieurs images en fonction d'une résolution sur laquelle elle va s'afficher. Donc là, je suis en train de dire, si je suis sur un écran qui fait une taille de 200 pixels, je vais plutôt choisir cette image-là. Et ce qui est intéressant avec SRC7, c'est que vous pouvez jouer aussi avec la densité, en disant si c'est un écran par exemple Retina en 2x, c'est cette image qu'il faut prendre. Donc là, vous allez être capable de choisir la bonne image. Et vous avez un fallback, vous êtes sur une image, donc c'est intéressant, vous avez l'attribut SRC qui est toujours valable. Donc si le navigateur ne l'interprète pas, il prendra l'image par défaut que vous avez mis. Tout ça, en fait, dans les Progressive Web Apps, il y a un nouveau concept qui a émergé, c'est la notion d'application shell. Parce que, donc Florian vous a montré un petit peu, on a des métriques pour essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. On ne peut pas toujours respecter ces métriques. Il y a des moments où notre application, on n'arrive pas à faire un temps de chargement en moins d'1 seconde. Par contre, on a des leviers sur lesquels on va pouvoir travailler, améliorer quand même la perception de l'utilisateur. L'application shell, si vous voulez, le concept, c'est de se dire, on va essayer de trouver le HTML et le CSS minimum pour afficher quelque chose à l'utilisateur. Et on va après enrichir notre application de façon asynchrone. Donc on va mettre du contenu de façon asynchrone après ce premier chargement. Donc ce premier chargement doit être le plus rapide possible, quasiment instantané. Et là, la perception de l'utilisateur, elle est différente. C'est-à-dire que même si au final, l'utilisateur ne peut utiliser l'application qu'au bout de 1 ou 2 secondes, il n'aura pas la même impression parce que ça va se charger, il va avoir des choses qui vont commencer à arriver, il ne pourra pas interagir avec, mais vous pouvez lui mettre de l'information. Je ne sais pas si vous avez... Il y en a qui utilisent Slack. Ouais, un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on est tous sur des bureaux avec la DSL qui poutre, mais quand c'est un peu lent, en fait, Slack, avant qu'il arrive à se connecter, il vous commence à vous mettre des petites zones grisées pour vous dire je suis en train de charger, ça va arriver là. Enfin, c'est pas la même chose que si on avait une page blanche. La perception est beaucoup meilleure. Du coup, comment on va faire en fait pour dire OK, du JavaScript, on sait charger de façon asynchrone, on sait appeler un serveur pour récupérer de la donnée de façon asynchrone, mais on est capable aussi avec la CSS d'appliquer le même principe. C'est-à-dire qu'on va aussi, dans ce contexte d'application de shell, déterminer la CSS minimum et on va charger le reste de notre CSS de façon asynchrone. Et pour ça, on a une librairie par exemple qui s'appelle load.css qui va prendre en paramètre la référence du fichier que vous voulez charger et elle va se charger d'aller la récupérer et de l'appliquer sur votre page de façon asynchrone. De la même façon pour les scripts, alors ça c'est dommage, c'est très peu utilisé, mais pourtant ça existe depuis très longtemps, les attributs async et défaire. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire je ne veux pas que mon JavaScript bloque le rendu de ma page. Donc je pense qu'on a tous une bonne pratique maintenant qui est de mettre nos scripts en bas de page pour ne pas bloquer le rendu, mais on peut aller encore plus loin. On peut leur mettre un attribut async et défaire pour leur dire on va attendre vous voyez bien l'explication au tableau, défaire, c'est-à-dire qu'il va attendre la fin complètement du parsing pour exécuter le script. Et par contre, async, il va l'exécuter une fois qu'il l'aura récupéré.
Optimisation réseau. C'est parti. Donc on a optimisé notre front, il marche génialement, 60 fps, c'est parfait. Par contre, on met toujours des 13 secondes à loader notre page, donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a comme outil? On a HTTP2. Alors, c'est pas encore tout à fait prêt, tous les serveurs peuvent le proposer. C'est plus difficile à mettre en place, mais quand même, il y a un gros gain de performance, il faut le noter. Alors, une image, des fois, ça vaut bien mieux que plusieurs explications, et celle-là, je la trouve particulièrement bien. HTTP1, vous avez 6 connexions possibles, que vous ouvrez et vous fermez à chaque fois. HTTP2, vous avez un seul canal, un seul canal, pardon. Non, mais il est tard. Sur laquelle vous pouvez faire passer tout un tas d'informations. Donc, si on fait un petit exemple, vous avez 100 requêtes. Donc, 100 requêtes. Vous avez 6 connexions, donc vous êtes en HTTP1. Et vous avez un round trip, donc c'est ce que vous payez en fait à l'entrée quand vous démarrez votre connexion. Vous avez ce qu'on appelle donc un RTT, un round trip times, que vous payez à chaque fois. Sur un Wi-Fi, vous allez payer à peu près 50 millisecondes. Pour 100 requêtes sur 6 connexions, vous allez passer 833 millisecondes à ne rien faire, à attendre que le script revienne. Je trouve que c'est quand même un petit peu triste. Et HTTP2 vous propose quelque chose de bien mieux. Vous le payez une seule fois et vous faites passer tout ce que vous souhaitez. Un exemple qui est pareil, qui parle de lui-même, qui est assez connu. Sur votre droite, vous avez l'image en HTTP2 de 180 petites tuiles qui sont loadées, et à gauche en HTTP1. Et bien on peut voir quand même que ça déchire quand même un petit peu plus. Il n'y a pas ce petit temps d'attente, et on les voit, les six carrés en même temps qui se loadent. Ça apporte quand même une certaine vélocité. Mais pour nous, ça nous change un petit peu notre façon de travailler. Parce que là où avant, on essayait justement, comme c'était très cher, on fallait tout faire en un seul fichier. Donc il faut concaténer tous les CSS sans en faire qu'un seul. Il faut concaténer tous les JS sans en faire qu'un seul. Maintenant, il ne faut plus le faire, ça ne sert à rien. En fait, c'est même un anti-pattern parce que on ferait ça, on n'utiliserait pas la vélocité de HTTP2, ça n'aurait aucune utilité. Du coup, il faut les laisser, il faut faire des petits fichiers qu'on loadera au moment où on en a besoin, comme une application normale en fait. On le load que quand on en a besoin, et là, c'est d'une rapidité déconcertante. Donc, est-ce qu'on a besoin de concaténer? Est-ce qu'on a encore besoin de concaténer avec HTTP2? C'est non. La compression, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais la plupart maintenant des serveurs et des navigateurs, naturellement, sont capables de gzipper, dégzipper des ressources. Et on a des petits exemples là pour vous montrer que des librairies, juste en activant le gzip sur votre serveur, vous êtes capable de gagner, par exemple, sur un jQuery, 70%, sur un Bootstrap, 83%. Donc c'est vraiment dommage de s'en passer. C'est des petits flags, c'est gratuit, on le met dans nos configurations de serveur, et boum. Donc ça, voilà, c'est un petit rappel aussi. On a tendance à oublier les choses les plus simples pour gagner en optimisation. Alors on a gardé ça pour la fin. C'est vrai qu'on a parlé de Progressive Web App, on a parlé de tout un tas de choses qu'on pouvait faire avec. Le chef d'orchestre qui va vous donner le plus de possibilités, c'est le Service Worker. Donc on pourrait vous en parler pendant 1 heure. En fait, on vous a préparé une petite démo pour juste vous montrer déjà ce qu'on est capable de faire avec. Alors, on passe sur le deuxième onglet. Voilà. Donc alors pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, on va dézoomer un tout petit peu parce que j'ai besoin. Voilà. Juste pour vous montrer, en fait, donc je suis en mode 3G. C'est juste pour vous donner l'impression que c'est là que je suis sur un téléphone. Comme dans les toilettes. J'aurais dû mettre offline. Voilà, et donc je vais charger ma page, qui est très long, il y a des CSS, il y a plein de trucs, donc là c'est parti. Donc j'en ai à peu près pour une quinzaine de secondes. C'est un petit peu plus rapide. Voilà. Alors il a mis 9 secondes, c'est un petit peu long quand même. Il m'a chargé 1,6 mégas de données. Et donc, au bout de 7 secondes, j'ai un écran à peu près convenable. Donc convenable, c'est vite dit. Tac, on va regarder un petit peu plus. Là, c'est pas mal ça. Voilà, ça c'est pas mal. Là, on aurait presque ce petit côté un petit peu app shell qui apparaît. Donc là, 7 secondes 80. C'est pas génial quand même. Donc c'est parti, on va coder un petit service worker. Donc, hop, là je triche un peu, je décommente, après je fais en direct. Donc là on a la notion de progressif. On teste si le navigateur supporte service worker. S'il le supporte, on ajoute un petit fichier, le service worker,
c'est une promesse, ça on laisse de côté, et on passe directement dans ce fichier. Alors, un service worker, il est identifié non pas par this, ça serait trop facile, il est identifié par self. Donc ça, c'est lui. Il est toujours asynchrone, donc il ne fonctionne qu'avec des événements. Donc on lui ajoute un nouvel événement, add event listener, comme vous feriez en DOM normal. Alors, il y a plusieurs événements disponibles. On va en utiliser qu'un seul, on va utiliser le fetch, c'est-à-dire quand vous faites un appel HTTP, il passe par cet événement-là. Voilà. Hop. Donc on va créer. Donc il y a une fonction, une callback, qui vous dit, voilà, je suis dans un fetch, ici j'ai un petit événement, voilà. On a une API qui nous sert à gérer du cache dans le service worker. C'est la cache API, donc c'est cache avec un S. Vous allez faire une recherche, donc vous allez dire, voilà, est-ce que dans mon cache, j'ai déjà cet événement, j'ai déjà cette requête, excusez-moi, et c'est une promesse, toujours cette notion un petit peu d'asynchronisme. Donc ici, j'ai une réponse, voilà. Alors, je ne vous ai pas posé la question, est-ce que la notation, les notations lambda ES6, ça vous dérange ou pas du tout? Non, pas de problème, c'est au cas où, c'est pour éviter de vous perdre. Vous n'avez pas le choix. Et en plus, je viens de voir que j'ai oublié un tout petit truc, il faut que je lui dise... Alors voilà, il faut que je lui dise avant que... Voilà. En fait, là, je lui explique, l'événement, attends un tout petit peu, je vais te répondre avec quelque chose. C'est moi qui réponds pour toi. C'est le service worker qui répond pour la requête qui a été faite. Donc, je cherche dans mon cache si la requête existe. Enfin, si la requête existe, et du coup, est-ce que j'ai déjà la réponse quelque part? Si j'ai la réponse, je la retourne. Sinon, il faut que j'aille la faire moi-même, du coup. Donc je fetch, c'est l'XML HTTP request, mais en plus facile, c'est le $Ajax de jQuery. On va faire la requête. C'est toujours, voilà, il nous répond, réponse fetch, parfait. Tac. Alors, pour que vous puissiez voir. Vous suivez là? Ça va? Vous me dites si je vais trop vite. Ouais. Donc là, j'ai fait mon fetch, j'ai récupéré la donnée que je n'avais pas en cache, j'ai la réponse du fetch, je vais ouvrir un cache pour le mettre, on va faire un cache.open, je vais l'appeler jug summer, alors avec des accolades, voilà, c'est quand même mieux. Tac, donc là je récupère le cache que je viens d'ouvrir, c'est un petit peu verbeux quand même, cette notion avec les promesses et tout ça. Mais c'est normal. Alors que je m'y retrouve. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai mon cache qui est ouvert. Je vais placer donc ma requête. Il ne faut pas que je fasse des fautes aussi, accessoirement. Alors, donc la clé, c'est la requête. Puisque je cherche justement, je match par rapport à l'event request, il faut que la clé soit la requête. Je mets la requête et je mets la réponse. Voilà. Et puis bien sûr, je retourne la réponse parce que la demande a été faite, il faut quand même que je la retourne. Comme ça, il y a un petit trick, c'est on ne peut pas consommer une réponse deux fois. C'est pas possible. C'est comme ça, on ne peut pas. Il faut donc la cloner. Voilà. C'est à savoir. Si ça vous intéresse et que vous en faites un petit peu, vous allez voir que vous allez avoir vite le problème et que le seul moyen de le résoudre, c'est de cloner. Normalement, je n'ai pas fait de bêtises. Excellent. Allez, allons-y. Donc, on relance. Donc la première fois, là, c'est toujours lent, c'est normal. Il faut que le service worker soit installé, voilà, et il faut que le cache se remplisse, en effet. Donc là, on n'a rien gagné. Donc là, on n'a rien gagné. Là, c'est le first paint. La première fois qu'on va sur l'application, on n'a rien gagné du tout. Je vais quand même aller dans l'application, voir si j'ai pas fait de boulette. On va aller dans le cache. C'est là que ça me fait peur. Alors, non. Refresh cache. Pas du tout. Il n'y a pas une erreur? Non, il n'y a pas le... Il n'y avait pas le... skip waiting. Le skip waiting, ouais. Petit coquin. Faut qu'on recommence. Voilà, c'est le jug summer est là. Il a tout rentré, donc toutes les images. On n'a rien filtré. Ah oui, on a toutes les requêtes qui sortent. Voilà, puis là on a été mis dans le cache. même au niveau des requêtes, on a été un petit peu cochon. On a vraiment tout mis. Donc là, il y a de la requête. C'est parti. C'était pour l'exemple. Donc je retourne sur mon network. Voilà. Et donc là, si je reload,
1 seconde 41 et j'ai reloadé mon application. Et je n'ai chargé aucune donnée n'est venue du réseau. Et on peut le voir, en plus, il vous le dit gentiment, Chrome, il vous dit, bah voilà, ça vient du service worker, c'est lui qui a répondu. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux même passer en offline. Là. C'est que vous pouvez passer en offline, couper le réseau. Alors ça, on ne l'avait pas tenté. Allez, c'est le foufou. Allez, c'est parti. Donc là, on fait offline, tac. Et offline, ça marche toujours. Voilà. Il cherche toujours ce vite. Alors, donc, ce qui est intéressant, ce que vous a montré Florian là, c'est une stratégie de cache. Donc on vous l'a dit, c'était très bourrin. On a récupéré toutes les requêtes et on a tout mis dans le cache et on les a récupérées. En gros, ça s'apparente à ce qu'on appelle le cache first. C'est-à-dire qu'on décide d'aller chercher en priorité dans le cache. Il y a deux choses importantes que je voudrais vous dire là. C'est que tout d'abord, il y a plein de stratégies de cache possibles. C'est-à-dire que vous allez, en fonction de la ressource que vous allez manipuler, vous avez vu, il y a du code, on a la main sur tout. C'est-à-dire qu'on peut tester avant de faire quelque chose, quel est le type de requête. Donc selon, par exemple, que ça va être des images, de la CSS ou alors des appels JSON, on n'aura pas forcément la même stratégie. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une API très bas niveau. Donc vous avez deux options. Soit vous avez envie de vraiment tout maîtriser, tout contrôler, donc vous avez les armes pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine confiance, parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient utilisé le App Cache à l'époque. T'as arrêté d'utiliser ou t'as été jusqu'au bout? Voilà, donc l'idée n'était pas bonne. Il vous proposait de mettre je ne sais même plus ce qu'il fallait mettre. Un manifeste. Et en fait, vous n'aviez pas la main, ça faisait tout seul. Et qui dit tout seul, c'est que ça marchait jamais en fait du coup. Tandis que là, c'est très bas niveau, c'est-à-dire que par défaut, le service worker, vous l'avez vu, il ne fait rien, et vous pouvez tout faire. Et là où ça vous a fait peut-être un peu peur, toutes ces promesses et ces callbacks qu'on a codés, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de librairies qui commencent à arriver, qui vont en fait faire ce que Florian a tapé. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous allez intégrer la librairie, ça va gérer le cache. Vous serez capable de dire ça c'est statique, ça c'est pas statique, ça je le veux, ça je veux le supprimer quand il y a une nouvelle version. Enfin, vous allez avoir des outils beaucoup plus haut niveau. Ouais, carrément. La gestion de l'autre cache, c'est-à-dire que là on parle de la cache API. Pareil, dans les petits conseils un petit peu simples qu'on a tendance à oublier, il y a la gestion. Les navigateurs ont des caches depuis très très longtemps. Et vous avez des armes pour gérer la façon dont vos ressources doivent être stockées dans ce cache. Donc il ne faut pas perdre de vue que vous pouvez, avec des simples en-têtes, indiquer que certaines ressources, elles peuvent rester très très longtemps dans le cache. Souvent, ce qu'on fait par exemple pour les ressources JavaScript et CSS, on leur met un numéro de révision unique, ce qui veut dire que tant que ce numéro de révision n'a pas été changé, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas modifié votre code, il n'y a aucune raison que le navigateur le retélécharge. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir en mettant des limites dans le temps très très loin. Ça va aussi, quand on passera à HTTP2, ça sera d'autant plus pertinent que plutôt que d'avoir un seul gros fichier qui contient les 200 fichiers JavaScript que vous avez codés, on pourra maintenant avoir plein de petits fichiers JavaScript qui seront toujours en fait avec un numéro de révision. Et quand vous modifierez que le fichier X, vous allez encore optimiser le chargement de votre page parce qu'il n'y aura que ce fichier qui sera retéléchargé. Les autres seront cachés dans le cache de votre navigateur. J'insiste, le cache du navigateur et la cache API qu'on vous a montré sont deux endroits bien séparés. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. On termine avec un petit site assez sympa qu'on vous propose d'utiliser. Donc vous avez les outils Chrome qui sont ultra puissants. Et vous avez aussi Web Page Test qui vous donne des métriques beaucoup plus évoluées que vous pouvez vite tester. Donc voilà, vous faites vos tests sur votre page, il va faire plusieurs runs, il va faire plusieurs tests, il va regarder plusieurs choses, et il vous donne plein d'indicateurs pour vous dire voilà, ça c'est bien, tu fais bien tout ce qu'il faut, et là tu pourrais faire mieux. Mais là par exemple, il nous dit qu'en cache statique, on est très nul. Il vous donne aussi le temps qu'il met pour le first paint, pour le repeat paint. Il vous donne tout un tas de choses qui vous permettent de voir où sont les goulots d'étranglement de votre application. Alors on termine là-dessus. On termine là-dessus. C'est toi ? Oui. T'es sûr ? Oui, s'il te plaît, oui. Du coup,
si on doit résumer un petit peu, donc les notions un petit peu importantes, vous avez la notion de progressive, c'est-à-dire que on ne casse pas tout, on fait en sorte que si le navigateur propose, on le fait, on essaye de faire mieux, mais sinon ça continue de fonctionner. Ouf, ça saute. Tu peux t'arrêter s'il te plaît? Ce qui est très important aussi, c'est qu'on vous a montré un ensemble de petites astuces. C'est pas réservé au monde des progressive web apps. Il y a beaucoup de choses qui c'est du web, quoi. C'est-à-dire, les optimisations réseau, les optimisations CSS, vous pouvez le faire au quotidien sur des sites qui ne vont pas s'afficher dans le mobile. C'est toujours des bons réflexes à avoir. Tout à fait. Et enfin, On n'a pas tout vu, on est loin d'avoir tout vu, parce qu'il y a des tas de choses, il y a des tas de domaines où on pourrait encore améliorer, faire de la performance, s'amuser. Donc il y a par exemple le flip, c'est assez rigolo comme mot, mais c'est une façon de faire une animation. Je vous conseille d'aller voir sur Internet. La Stream API qui va arriver bientôt, qui vous permettra directement, depuis votre service worker, de streamer vos données. Et donc du coup, imaginez, vous avez une requête qui vous récupérez vos utilisateurs, il y en a 150. Au lieu d'attendre que le JSON arrive en entier, vous streamez au fur et à mesure et les cases apparaissent. Ça pourrait être génial. Vous avez IndexDB, donc la petite DB embarquée qui vous permet de stocker des données, ça vous fait entre guillemets un cache supplémentaire, et tout un tas d'autres choses. Alors, IndexDB, si vous voulez, il y a une application qui est prise, une progressive web app qui est souvent prise en exemple, c'est Pokédex. Allez voir, c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu une application aussi performante. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis le paquet, et justement, ils utilisent des service workers, mais ils utilisent aussi IndexDB pour stocker toutes les fiches des Pokémon, toutes les caractéristiques des Pokémon et tout. Et c'est immédiat. C'est-à-dire que même quand vous coupez le réseau, vous allez dans toutes les fiches, vous pouvez tout. On a l'impression d'avoir qui c'est qui parlait de client-serveur ce matin? Ouais, on est revenu au client-serveur presque. Voilà. 255 millisecondes, il a déjà chargé tout ça. Voilà. Donc c'est par rapport à nous avec notre petit exemple un petit peu tout pourri. Non, là c'est un peu plus classe quand même. Donc vous voyez, il a déjà chargé le contenu, c'est-à-dire le contour. Il y a déjà le haut, les différentes cases qui sont prêtes, et les images, comme c'est un petit peu plus long, elles arrivent au fur et à mesure. Et au niveau, voilà, c'est du 60. Enfin, si on ferait le test du timeline, 60 fps tout le temps, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Quand on fait une recherche, ça se voit que c'est pas angulaire parce que ça fait pas, voilà, ça s'arrête pas. C'est génial. Voilà. Pas du tout. On a fini là, non? Alors on a fini, je crois. Hop là. Ouais, donc plein de ressources. Plein de ressources parce que voilà, il y a plein de choses, c'est très effervescent, donc il y a énormément d'informations, d'articles, de vidéos qu'on vous conseille de voir. C'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en fait ça regroupe plein de notions web. En fait c'est pas porté par une telle ou telle boîte, c'est tout un tas de notions qui sont très très intéressantes qu'on pourrait appliquer tout doucement dans nos applications. On n'est pas obligé de faire du web et faire une progressive web app. On peut prendre que certaines notions qui sont importantes ou qui nous paraissent importantes. C'est pas du faux, c'est des specs. Hein, tout est bien spécialisé. C'est pas que Google. C'est pas que Google, en effet, c'est pas porté que par Google. Hein, tout le monde veut s'y mettre et je trouve ça très bien. C'est agréable de voir que tout le monde veut s'unir pour faire un truc meilleur. Et on vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'à 18h.